3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? En ce mercredi qui, vous avez l'habitude, sur la chaîne du 6ème homme, est synonyme de best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Mais avant de partir là-dessus, il faut que je vous parle d'un truc. Matez le t-shirt que m'a offert Derby Ball, là, celui de Klay Thompson, je le trouve magnifique. Bon, ne croyez pas que si je le porte, c'est parce qu'il a un lien avec le sujet du jour. Non, je ne le considère pas comme une déception, plutôt comme une bonne surprise. Mais il est tellement cool que j'avais trop envie de le porter. Et Derby Ball maintenant, qui me fait confiance depuis super longtemps, faut que je les mette en valeur aussi. Ça fait un moment qu'ils m'envoient des t-shirts, un moment qu'ils me soutiennent, et j'ai trop envie de vous parler de cette marque. Là, en vrai, ils ont tout plein de produits. Tout plein de variétés, tout plein de gammes, avec des joueurs actuels comme du futur. Allez voir sur leur site, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Vraiment, c'est un truc de fou les collections qu'ils ont. Et puis ils ont des t-shirts, des hoodies, des survêtements, des shorts, des casquettes, même des coques de téléphone, tout ce que vous voulez. Et là où je trouve qu'ils sont très forts, là où je trouve qu'ils travaillent trop bien, c'est qu'ils sont toujours en lien avec l'actualité pour sortir de nouveaux designs. Un joueur qui brille pendant les playoffs, vous aurez son t-shirt. Un joueur qui fait une grosse perf, il aura un truc spécial à son nom. Franchement, c'est génial. Donc vraiment, je vous le répète, allez voir sur Derby Ball, ils ont plus de 500 références, vous allez pouvoir fouiner et c'est sûr que vous allez kiffer. Et ce que vous allez kiffer encore plus, c'est qu'avec le code promo le 6ème homme, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute votre commande. Bien entendu, il y aura toutes les informations dans la description, donc go voir le site Derby Ball, go soutenir les frérots et go donner de la force à la chaîne en utilisant le code promo. Et puis faites-vous plaisir par la même occasion. Yeah baby. Mais bref, même si Derby Ball c'est cool, on est plutôt là pour parler des déceptions et des flops de ce début de playoff aujourd'hui. Évidemment, c'était le sujet du live de lundi et je vous explique le concept juste après. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Qui est la plus grosse déception et quelles sont les plus grosses déceptions de ces playoffs? Donc aujourd'hui, on va parler de la plus grosse déception de ces playoffs, et des plus grosses déceptions de ces playoffs. Là, on en est environ à la moitié des playoffs. On a des joueurs qui ont tout défoncé, qui défoncent tout encore actuellement, et on parle beaucoup d'eux, à juste titre, mais on a aussi des joueurs qui sont passés à côté, qui ont bien de choc, qui ont réellement été en dedans. Et eux aussi, on parle beaucoup d'eux dans l'autre sens, ils reçoivent beaucoup de critiques. Il y a des gens qui sont pas tendres avec eux. Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est plutôt juste? Je ne sais pas. Certains ont des bonnes excuses, peut-être, peut-être pas. Donc tout ça, on va en parler parce que là, je vous ai fait une sélection des joueurs qui m'ont le plus déçu pendant les playoffs. On va analyser pourquoi ça n'a pas marché pour eux, voir s'ils ont des circonstances atténuantes, voir s'ils en ont pas. Expliquer un petit peu, expliquer tout ce qui n'a pas fonctionné et comment ça n'a pas fonctionné et ce qui aurait pu mieux fonctionner. Et ce qui va être intéressant, c'est que ensemble, grâce à vos votes et grâce au sondage qu'on va faire, comme dans tous les lives du lundi, on va lire qui a été le plus décevant. Moi, dans ma sélection de 6, au départ, j'avais pas vraiment de critères d'élimination. Je me disais que c'était pas forcément un joueur éliminé qui devait être la plus grosse déception des playoffs. Par contre, j'estime que là, plus ça va avancer, plus ce sera difficile de délire une déception des playoffs dans des équipes qui iront loin. Donc forcément, c'est pas mal de joueurs du premier tour. Au départ, moi, je m'étais fait une présélection, il y avait 13 joueurs, je crois exactement, et mon but, c'était d'en garder 6. Dans ces 13 joueurs, il y en avait qui étaient encore en course, mais quand j'ai essayé de réfléchir et que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me positionne et que je me mouille pour en conserver juste 6, je me suis rendu compte que mes 6 déceptions, eh bien c'était que des joueurs qui jusque-là avaient été éliminés. Donc on va parler d'eux, et là tout de suite je vous les présente dans l'ordre alphabétique. Attention, petit disclaimer important parce que j'ai eu l'impression que ça n'a pas forcément été toujours capté dans le live. Quand je dis qu'un joueur a été décevant, ça veut pas forcément dire que je l'ai trouvé nul à manger du foin, soyons clairs avec ça. En fait, et vous m'entendrez le dire plus tard, une déception ça reste très personnel parce qu'on a des attentes tout le temps différentes forcément en fonction d'un joueur ou d'un autre. Donc dites-vous bien que ce sont mes déceptions, bien à moi, avec les attentes que j'avais envers ces joueurs, qui étaient pour tous ces joueurs assez élevées, et ils n'ont juste pas répondu à ces attentes. Je n'ai pas dit qu'ils étaient nuls et c'est important de s'en rappeler. Et maintenant que vous avez retenu tout ça, je vous souhaite un bon best-of à tous. Mon premier flop, ma première déception pour ces playoffs 2022, c'est DeMar DeRozan. Lui, il a fait une super saison, je l'ai même mis dans mes Revival Players dans le live de la semaine dernière. Après Revival, c'était un cas un petit peu particulier parce qu'il a toujours été bon à San Antonio, je trouve qu'il a montré de très belles choses et qu'il a bien progressé sous Popovich. Mais peu à peu, doucement, on avait l'impression qu'il rentrait en pré-retraite. Avec les Spurs, c'était plus un All-Star, même s'il était jamais loin, il semblait sortir peu à peu de son prime, même s'il montrait d'autres choses, mais de plus en plus, il avait
avait un rôle de mentor un petit peu pour les jeunes. Et cet été, on imaginait à pas mal d'endroits à pas mal de fois, qu'il pourrait signer au minimum, par exemple chez les Lakers, c'était une rumeur qui courait. Et pourtant, il a signé un contrat de 3 ans aux Bulls, que pas mal ont critiqué, je vais pas revenir sur l'histoire, vous le connaissez, et il a fait une saison de fou. Donc je vais pas redire tout ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que ça, sur sa saison de fou, j'en ai fait pas mal la semaine dernière dans le live sur les Revivals, mais clairement, c'est devenu un des joueurs les plus clutch de la ligue, il l'était déjà, mais il s'est encore plus affirmé là-dedans. C'était le roi du 4e quart-temps, il a continué à remettre le mid-range au goût du jour. Là, c'est devenu clairement le mid-range king, de toute façon, en NBA, vraiment le meilleur shooter à mi-distance actuellement dans la grande ligue, je pense. Alors ça se dispute peut-être avec Chris Paul, mais avec DeMar DeRozan, on a quand même un client. Et là, il est carrément, après être passé à côté des sélections All-Star avec les Spurs, il est devenu carrément starter au All-Star Game. C'est un truc de ouf. Il était même candidat au MVP pendant la première moitié de la saison, quand Chicago était au top, parce qu'il faut se rappeler qu'à une époque, pendant quelques semaines, Chicago ils ont squatté les Bulls la première place de la conférence Est. Malheureusement, cette équipe a eu pas mal de difficultés en deuxième partie de saison. On a eu un Lavine qui a eu des problèmes de genoux, on a eu Caruso qui a pas mal manqué de matchs, on a eu Ball aussi qui s'est blessé, et ces Bulls ont eu beaucoup de difficultés contre les grosses équipes. Et ils ont fini au final à éviter le play-in, c'est déjà une bonne chose. Mais en se classant 6ème, ils se sont retrouvés à faire leur premier tour de play-off face aux Bucks. Et en vrai, Chicago contre Milwaukee, pour les Bulls, ça pouvait limite pas être pire en termes de match-up. N'empêche que, avec Debo, avec ses qualités de clutchness, avec son shoot, avec sa volonté et avec son côté j'ai toujours quelque chose à prouver, on pouvait s'attendre à tout, et encore plus en play-off. Il avait pas joué les play-offs depuis 2019, et là on pouvait se dire qu'il allait peut-être se surpasser, se mettre en mode Super Saiyan. Il avait tourné à 28 points à 50% en saison, il avait fait d'énormes matchs, il avait mis 2 game winners de suite, c'était devenu un truc historique un soir après l'autre, et on se disait que là, maintenant, pour le moment le plus important de la saison, dans le pire des cas, il ferait au moins les mêmes chiffres qu'en saison, et peut-être même plus. Sauf que la vérité, c'est que pas du tout. Après, bon, il a fait un énorme match 2. Il a mis 41 points lors de ce match et c'est son record en playoff. Tout ça, c'est génial. Et comme par hasard, ça a été la seule victoire des Bulls contre les Bucks. Mais à part ce match 2, il a dépassé qu'une seule fois la barre des 20 points. Il a mis 11 points seulement lors des matchs 3 et 5 et son pourcentage global sur toute la série, en comptant même ce match 2, il est à 41%. Et ça, c'est largement en dessous de ce dont il est capable. Il a pas mis un seul 3 points aussi dans la série face à Milwaukee. Alors ok, on peut pas lui en vouloir parce que comme je l'ai dit, c'est pas du tout sa spécialité, c'est le mid-range king. C'est un mec qui privilégie les longues touts. Mais ne pas en mettre un seul en 5 matchs pour un joueur extérieur comme lui, ça peut poser question. Et en fait, j'ai trouvé aussi son attitude un petit peu compliquée, et c'est ce qui m'a poussé à le mettre dans mes flops d'aujourd'hui, parce qu'à partir du match 3, on a les Bucks contre les Bulls qui se sont vraiment mis en mode rouleau compresseur. On a Wes Matthews notamment, qui a fait une grosse défense sur Debo, et on a senti un DeRozan qui était étouffé, qui était pris très haut, il y avait pas mal de prises à 2 sur lui, et là il avait du mal à sortir de ça. Donc il a essayé de chercher ses coéquipiers, mais ses coéquipiers n'ont pas vraiment été à la hauteur. La maladresse de ses potes, c'est clair, l'a pas aidé. Parce que Chicago, sur toute la série, là, les Bulls, ils ont ses coéquipiers, ils ont un pourcentage atroce de moins de 40% sur toute la série face aux Bucks. Donc big up à la défense des Bucks, pour ça. Mais voilà, les coéquipiers de DeRozan n'ont pas aidé, DeRozan était trop bien défendu. Et là, ce qui est compliqué, c'est que même s'il a toujours essayé de les motiver, de parler au temps mort, sur le terrain, on avait l'impression qu'il était découragé. Il baissait la tête, il montrait pas forcément l'exemple, et voilà, toute l'équipe le suivait, comme si à partir du match 3, la série était déjà perdue. Il s'excusait presque d'être là, je trouvais. Il était de plus en plus discret, et ça forcément, ça m'a déçu. Il avait sorti un gros discours après son match 1 qui était complètement raté. Il avait shooté à 6 sur 25, il avait promis que ça n'arriverait plus, blablabla. Il a bien rebondi juste après pour son match 2, donc bravo. Sauf qu'ensuite, plus rien. Il a pris que 9 shoots dans le match 3, c'est pas assez. 10 dans le match 5, c'est pas assez non plus. Donc encore une fois, gros shootout à la défense des Bucks qui a fait un énorme taf sur lui. Il était complètement impuissant, mais tout son optimisme s'est évaporé après le match 3. Et un joueur de la stature de DeRozan, après la saison qu'il a faite, il devait faire mieux, quelle que soit la défense, même face à la défense des Bucks. Sinon, c'était toute son équipe qui allait se noyer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment dommage, parce que globalement, la saison des Bulls est bonne, mais cette sortie entache un petit peu tout ce qui s'est passé, parce que les Bulls, dans ces playoffs, rien qu'en termes d'attitude, même s'ils perdent 4-1 et au moins ils se font pas sweeper, je trouve qu'ils sortent par la petite porte. Pour DeMar DeRozan, selon le sondage dans le chat, j'ai été trop sévère, parce que vous êtes que 43% à penser qu'il avait été décevant. Vous êtes beaucoup à le soutenir, à dire que de toute façon face aux Bucks il pouvait rien faire, que la défense des Bucks était trop forte, et tout ça je peux l'entendre, donc pour vous il a pas déçu. Pour moi, je le répète, il reste quand même un joueur très décevant. C'était quand même un candidat MVP à Noël, un mec qui a descendu sa moyenne de 8 points, qui a ses pourcentages
pourcentages se sont écrasés aussi, donc bien sûr qu'il avait la défense des Bucks en face, mais moi ce qui a fait que finalement que je l'ai mis là, et je le répète et c'est plus important que ça, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, parce que certains disent qu'il s'est bien battu, moi je suis pas d'accord, je trouve qu'il a baissé les bras trop vite, et dans l'attitude, autant il a essayé de s'afficher en leader dans le discours, en conférence de presse et pendant les temps morts, mais sur le terrain il a pas été assez rassembleur à mon goût, et c'est pour ça que moi je le mets dans les déceptions, mais il y a peu de chances qu'il soit élu déception à la fin de ce live, vu que vous n'êtes que 43% à penser que DeRozan était décevant, et j'entends aussi vos arguments, les Bucks étaient trop forts, les Bulls ont quand même gagné un match où DeRozan a été énorme, ça vous suffit peut-être, moi non, personnellement j'en attendais plus. Mon deuxième flop pour aujourd'hui, c'est Kevin Durant. En début de saison, là, moi je me rappelle, on en parlait, beaucoup se posaient des questions, après les playoffs qu'il avait fait l'an dernier. Pour beaucoup, KD c'était tout simplement le meilleur joueur de la ligue, en tout cas quand il est en bonne santé. Il est très très bien revenu après sa rupture du tendon d'Achille, mais il a toujours connu quelques pépins physiques là cette saison. Il a eu une blessure au genou notamment cette année qui lui a fait manquer quasiment 30 matchs. Et manquer 30 matchs, ça fait beaucoup, et surtout on s'est rendu compte pendant ces matchs qu'il a manqué à quel point il était essentiel pour ses Nets. Brooklyn a carrément coulé en son absence, mais vraiment coulé, même malgré le retour à plein temps de Kyrie, d'abord à mi-temps puis à plein temps, et dire que les Nets sont KD dépendants en saison régulière, c'est un euphémisme juste. Et parce que dès qu'il est revenu, tout s'est remis à rouler pour Brooklyn. Dans sa saison, il était à 30 points, 7 rebonds, 6 passes à 52%, donc des stats qui sont insane, et un vrai poids sur la win de son équipe. Donc après avoir battu les Cavs en play-in, Brooklyn a pu se qualifier en play-off, et là, ils affrontaient les Celtics au premier tour, les Celtics que les Nets avaient sorti l'année dernière à cette étape de la compétition. Le match-up était compliqué, c'est clair, parce que Boston, depuis janvier, c'est l'une des meilleures teams de la NBA, si ce n'est la meilleure. Et en schématisant, cette confrontation, elle était intéressante, parce qu'on avait un petit peu je schématise grossièrement, mais j'aime bien faire ça, je trouve qu'on avait un petit peu le collectif des Celtics, leur jeu vraiment bien huilé, en attaque comme en défense, contre les deux grosses individualités des Nets qui avaient déjà prouvé pas mal de choses dans leur carrière, KD et Kyrie Irving, qui à eux seuls peuvent gagner des matchs, voire des séries, rien qu'avec leur talent. Donc on avait vraiment deux mentalités, deux confrontations, et on imaginait une série qui serait serrée. Sauf que là, leur talent, à Kevin Durant et à Kyrie Irving, et j'ai trouvé Kevin Durant encore plus décevant, c'est qui s'est pas vu. Brooklyn a pris 4-0, et cette année, Durant n'a pas montré face à Boston qu'il pouvait prendre le contrôle de façon si aisée comme il faisait. Avant, il prenait le contrôle d'un match, voire une série. Là, il l'a pas fait. Et tout ça, il l'avait vraiment fait auparavant. Rappelez-vous, je rappelle, mais ses playoffs de l'an dernier étaient fous. Face aux Bucks, il avait été génial. Sur ses playoffs l'an dernier, il tourne à 34 points de moyenne. Là, après, ok, il tourne à 26. C'est dur de dire qu'un mec qui tourne à 26 points par match est décevant, mais il a tellement l'habitude d'élever son niveau de jeu à cette période de l'année, le Kevin Durant, qu'on en attendait beaucoup plus. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et là, face à la défense incroyable des Celtics, qui ont alterné tout plein de joueurs, tout plein de profils sur lui, ça n'a pas été la même. On a eu un Durant en difficulté, qui a shooté qu'à 38%, et 38%, moi, pour un KD, je trouve ça hallucinant. Il a jamais été aussi maladroit en playoff depuis 2010, donc tout ça, ça compte quand même, et ça m'a fait vraiment bizarre de voir un Durant en difficulté comme ça. À mes yeux, c'était presque impossible de l'imaginer, et en fait, rien que par sa présence, je me rappelle dans mes pronostics, j'imaginais une série serrée, parce que je disais, avec Durant, tout est possible. Je me disais, ok, le collectif de Boston a beau être meilleur, la deuxième partie de saison de Boston est beaucoup plus rassurante, la saison des Nets a été chaotique, mais peu importe, avec Durant, on l'a vu face aux Bucks, on peut vraiment s'attendre à tout, il peut limite battre n'importe qui à lui tout seul. Et bien, cette saison, on a vu que c'était faux, ou en tout cas, ce n'est plus vrai. Et puis de toute façon, on ne gagne pas tout seul au basket. C'est un sport collectif. Il a fait un match 4 quand même à 39 points avant de sortir, qui était pas mal, c'est sûr. Mais sur ce match-là, il sort, il tire à 13 sur 31, il fait un 3 sur 11 à 3 points, c'est faible. Et surtout, quand tu fais 39 points et que tu te prends un coup de balai, ça pique. Tu peux pas retenir ça comme une performance intéressante. Ça a pas suffi pour sauver la série. Surtout qu'avant, il avait été complètement cata. Il avait fait un match à 9 sur 24, un match à 4 sur 17 et même un match à 3 sur 11 où il avait quasiment pas pu shooter. Ça, c'est son adresse, sur les 3 premiers matchs. Moi, on m'aurait donné ces chiffres et on m'aurait dit, trouve le joueur qui va faire ces chiffres là au premier tour de playoff. Jamais une seconde, j'aurais parié un centime sur Kevin Durant. Et pourtant, c'était bien lui. L'imaginer prendre seulement 11 tirs dans un match de post-season et en mettre 3, c'était impensable pour moi, qui que ce soit en face. Après, comme DeRozan, clairement, il a été étouffé. Donc, comme j'ai fait un big up à la défense des Bucks quand j'ai parlé de DeRozan, obligé de faire un gros big up à l'énorme défense des Celtics aussi. Je pense à Al Horford, je pense à Jalen Brown, je pense à tout plein de monde qui se
sont relayés pour défendre sur Durant, mais encore plus que Debo. Debo, je disais qu'au vu de son niveau, il devait briller en playoff quelle que soit la défense, et ben KD c'est encore plus le cas et il a pas réussi à le faire. Après, il a peut-être l'excuse de pas avoir eu assez de soutien. Kyrie a surtout été bon lors du Game 1, mais bon, je l'ai pas trouvé si décevant que ça, j'en attendais pas beaucoup plus moi de KD, et j'ai aussi, je peux dire qu'il a peiné par le coaching de Nash, qui n'a jamais trouvé d'ajustement. Nash, à part jouer sur le talent de ses joueurs, je trouve qu'il a pas fait grand chose dans ses playoffs. Pareil, hein, il a l'excuse de pas être là depuis longtemps, d'avoir vécu une saison chaotique, mais Nash n'a pas aidé KD. Donc quoi qu'il arrive, si je fais le bilan là-dessus, je me dis que Durant, à mes yeux, il aurait dû être au-dessus de ça, et bilan, il a gagné aucun match de playoff cette saison, il a essuyé beaucoup de critiques, il a encore été très maladroit dans ses réponses sur Twitter, et ouais, Kevin Durant, c'est une grosse déception pour moi. Si on fait le bilan pour Kevin Durant, vous êtes 86% cette fois-ci, donc 2 fois plus que DeMar DeRozan à penser que c'était une déception lors de ses playoffs, donc vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, hein, il a pas assez pesé au scoring, il a pas assez porté les Nets, et on en attendait beaucoup de sa part. Certains pensent qu'il était pas décevant, parce qu'on peut lui trouver des bonnes excuses, parce qu'il a porté les Nets une bonne partie de la saison, même, enfin, sauf quand il a été blessé, forcément, mais quand il était présent, et si on exclut la trentaine de matchs qu'il a manqué, il les a bien portés. Il est arrivé fatigué en playoff, pour vous, ça lui fait une bonne excuse, et Kyrie aurait dû prendre le relais. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, bien sûr, les joueurs sont pas des robots, bien sûr, ils ont le droit d'être fatigués, mais Kevin Durant, en playoff, t'es forcément déçu s'il arrive cramé à ce moment-là, quand tu attends des Nets, qu'ils aillent peut-être en finale NBA. Il y en a pas mal dans leur bracket qui les mettaient en finale NBA. Au final, ils ont pas gagné un seul match de ces playoffs. Ça veut dire que vous en attendiez beaucoup de Kevin Durant si vous les voyez en finale NBA, et voir qu'il a pas permis une seule win, moi je trouve qu'on est forcément déçu. Et c'est le cas de 86% d'entre vous. Ma troisième grosse déception des playoffs, je sais que ça va pas faire l'unanimité, mais c'est Rudy Gobert. Donc Rudy Gobert, il nous a fait une saison qui était plutôt bonne statistiquement, c'était le meilleur rebondeur de la NBA, il a été élu 3e meilleur défenseur, tout ça c'est très bien. Bien sûr, ensuite, il a toujours pas eu un gros rôle en attaque à Utah pendant la saison, mais cette campagne, elle était plutôt dans ses standards, sauf collectivement, où je pense que, en tout cas moi, le Jazz, j'en attendais plus, mais individuellement, ça allait. En playoff, si on regarde ses stats, ça baissait pas non plus trop des masses par rapport à la saison. Bon, il y avait quand même moins de points, moins de rebonds, moins de contres, une adresse moins importante, tout ça, ça compte. Mais c'était pas une baisse aussi flagrante que pour les autres joueurs qu'on a vus jusque-là. Alors quel était le souci selon moi? Alors pourquoi je l'ai mis dans ces déceptions? Eh bien il y en a deux, et surtout un qui est bien plus important que l'autre, à commencer par celui que je vais vous donner tout de suite, c'est la défense. La défense, c'est le secteur primordial pour Rudy Gobert. C'est là où il brille, c'est peut-être un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Et là, face à Dallas au premier tour, il s'est juste fait complètement ouvrir par une équipe des Mavs, et notamment un Jason Kidd qui a réussi à exploiter mais vraiment toutes ses faiblesses de A à Z, et par la même occasion toutes les faiblesses du Utah Jazz. Même quand Doncic n'était pas là, on disait que Utah devait gagner, mais non, on avait Brunson, on avait Finney-Smith, on avait Kleber, on avait Dinwiddie, tout le monde voulait attaquer face à Rudy Gobert, tout le monde demandait le switch, tout le monde voulait le prendre en 1 contre 1, soit pour l'obliger à sortir et lui shooter sur la tête, soit pour le prendre de vitesse et marquer dans la peinture. Dorian Finney-Smith dans une interview a même dit qu'il espérait que Rudy Gobert défende un maximum sur lui pour pouvoir mettre des points tranquilles. Le pauvre, il a pris cher en conférence de presse, le pauvre Rudy. Surtout qu'après, en plus de ça, il avait pas d'aide. On avait une attaque de Dallas qui était en fer à cheval, donc avec les 5 joueurs autour de la ligne à 3 points, et tous les défenseurs de Utah étaient justement à l'extérieur. Lui, Rudy Gobert, il avait 2 solutions pour s'adapter. Soit il attendait dans la raquette, mais il y avait un gars qui arrivait avec de l'élan, big up à Dinwiddie qui a fait ça, qui avait un grand couloir devant lui et qui allait postériser Rudy, parce qu'un mec qui arrive avec autant d'élan, c'est chaud de le contrer. Soit il sortait et il se faisait prendre de vitesse en 1 contre 1. Ça pique, franchement ça pique pour un des meilleurs défenseurs de l'histoire, à tel point que Utah, dans certains matchs, à limite était meilleur en small ball sans Gobert et sans Whiteside, avec un Rick Pascal au poste 5. Et pour moi, je suis désolé, mais quand t'es censé être l'une des pierres angulaires, voire la pierre angulaire de l'équipe, Quinn Snyder en début de saison a clairement dit que c'était Gobert le joueur le plus important de l'équipe, ça montre qu'il y a un problème si au final l'équipe est meilleure sans toi. Puis après on a Doncic qui est revenu en plus de ça, lui aussi il s'est amusé avec Rudy Gobert. On se rappelle de cette action où il le perd complètement là, où il s'amuse avec le ballon, il fait des feintes de passe dans son dos avant de provoquer un end-one. Compliqué, hein, vraiment très très compliqué cette série et cette édition de playoff pour Rudy Gobert. Maintenant, lui comme tout le monde, hein, tous les joueurs que j'ai cités, DeRozan, Durant, j'aurais trouvé des excuses. Et Gobert lui aussi, bien sûr qu'il en a. J'ai envie d'envoyer un shot envers Snyder qui n'a jamais réussi à s'adapter. Apparemment, ils veulent le garder au Jazz, mais moi, j'ai de vraies questions pour Quinn Snyder. J'ai envie d'envoyer un shot aussi à ses coéquipiers qui n'allaient pas du tout l'aider. Il laissait toute la défense reposer sur Rudy Gobert, sauf que tout seul contre le small ball de Dallas, il pouvait rien faire, hein. Mais ouais, c'est compliqué. La défense globale de Utah m'a gêné. Rudy Gobert n'a pas réussi à tout faire tout seul. Et peut-être que c'est ce qu'on attendait de lui. Peut-être que des fois il le faisait déjà, mais là il a pas réussi à le faire. Donc ouais, problème défensif. Et la deuxième chose qui n'allait pas à mon sens, même si c'est moins important je trouve,
c'est son impact offensif. Il voyait aucun ballon. Après, est-ce que c'est de sa faute ? Oui et non. En début de série, il faisait des appels et il recevait aucun ballon. Le nombre de fois où il fait son pic, il roll, il appelle la balle et il voit pas la gonfle, ben ça, j'ai même pas assez de doigts pour le compter, ça. Mais après, on connaît ses limites aussi et t'as pas forcément envie de lui envoyer trop la balle quand tu connais ses lacunes dans le jeu au poste et quand tu sais que c'est surtout un finisseur en bout de chaîne qui des fois a même du mal à poster des plus petits gabarits que lui. Mais quand même, dans toutes les fois où il a cut et des fois où il aurait pu se retrouver tout seul, il aurait pu recevoir plus la balle. Là-dessus encore, j'envoie un tir à Quinn Snyder, mais encore une fois, Gobert a sa part de responsabilité. Lui non plus, il peut pas écarter le jeu, il peut pas créer son tir. Et à la fin, il a arrêté de demander trop des ballons. Après, je peux le comprendre, hein, quand tu fais que des appels et que t'en reçois pas un, eh ben tu finis découragé. Et c'est ce qui s'est passé. Il faisait moins en moins d'appels. Et s'il mettait aussi moins de points, c'est que j'ai trouvé qu'il était moins impactant au rebond offensif. Donc si vous regardez ses stats, c'est à peu près pareil en playoff et en saison. Mais là, en playoff, il s'est retrouvé moins régulier parce qu'il a pris 0 rebond offensif dans le match 3. Et c'est aussi un secteur dans lequel il peut peser et dans lequel il peut marquer des points. Et là, ça a été forcément, quand t'en mets moins, tu marques beaucoup de points, et là, ça a été le cas. Et même dans le match 4, là, il a pris 10 rebonds offensifs, et il a pas été aussi efficace dans la finition. Il a son adresse qui a baissé de 8%, toujours en prenant que des shoots près du cercle. Perdre 8% quand tu prends ce genre de shoots qui sont assez faciles, surtout qu'en plus de ça, il n'y a pas non plus des gros intérieurs défenseurs à Dallas, hein, face à un Dwight Powell ou face à un Maxi Kleber, il doit les marquer ses shoots. Mais là, non, il a pas mis ses shoots, peut-être qu'il était froid à force de pas avoir le ballon. Mais Rudy Gobert, défensivement et offensivement, il m'a déçu. Bien sûr, maintenant, il peut être mieux utilisé, mais là ça a pas été le cas. Il a pris qu'un seul tir dans le match 1, il a pas du tout réussi lui non plus à s'adapter au small ball des Mavs. Du coup ça fait mal. J'aurais pu mettre Donovan Mitchell dans les déceptions, parce que lui il a beaucoup joué en ISO, il a beaucoup joué pour lui, mais au final ça m'a pas surpris, parce que c'était comme en saison ça, donc il a joué à peu près au niveau où je l'attendais, et un niveau qui m'a pas non plus énormément satisfait. La différence c'est que Gobert en saison, sa défense ça passait, mais en playoff toutes ses faiblesses ont été exploitées, son manque de polyvalence l'a vraiment desservi des deux côtés du terrain. Heureusement il y a eu ce game winner sur un alley-oop qui a été son seul moment de brillance, j'ai envie de dire, lors du match 4, mais voir que Dallas a dominé la guerre intérieure avec un Rudy Gobert qui est censé être un des meilleurs pivots de la ligue, c'est pas normal. Il a reçu des scuds dans tous les sens, Jason Kidd, Shaquille O'Neal, il lui en a envoyé plein la tronche, on était à la limite du manque de respect, mais voilà, il y a quelque chose qui cloche en ce moment à Utah. Il y a des rumeurs qui disent en ce moment que ce sera soit lui, soit Donovan Mitchell la saison prochaine, que ce serait carrément Gobert qui a dit ça. Du coup ça montre que ça marche pas, il a pas réussi à s'adapter, et c'est pour ça qu'il est dans mes déceptions d'aujourd'hui. Donc pour Rudy Gobert, vous avez été 57% à être déçu, donc à me suivre, et 43% à dire que vous aviez pas été déçu parce que vous n'attendiez pas plus. Et c'est là, hein, de toute façon, je le vois depuis le début du live, pour DeRozan, certains avaient été plus déçus par Zach LaVine que par DeRozan, parce que selon vous, ça aurait dû être Zach LaVine, le franchise player des Bulls. Selon moi, au vu de la saison de DeMar DeRozan, qui a été starter All-Star Game MVP, ça aurait dû être lui le franchise player. Donc moi, j'avais été plus déçu par DeRozan que par Zach LaVine. Zach LaVine qui était blessé était à peu près au niveau où je l'attendais. Et là, j'ai vu que ceux qui n'étaient pas déçus par Rudy Gobert étaient plus déçus par Donovan Mitchell. Et c'est là encore une fois qu'on voit que ces choix sont très personnels, parce que ça dépend réellement des attentes de chacun. Et moi, j'en attendais pas des masses de Donovan Mitchell, parce que Donovan Mitchell, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, le jeu en ISO, le fait de pas trop se remettre en question et de continuer à essayer d'aller scorer avec les pics sans jouer avec le roll, c'est un peu ce qu'il fait depuis pas mal de temps. Et je voyais pas de monde où il allait jouer autrement en playoff. En fait, le problème, c'est que Donovan Mitchell, je m'attendais pas à ce qu'il soit excellent, et résultat, il a pas été excellent, donc il m'a pas forcément déçu, moi, le Donovan Mitchell, comparé à vous, hein, qui en attendiez sûrement plus, parce que je l'ai lu dans le chat, vous disiez, pour Donovan Mitchell, c'était ses playoffs ou jamais, et il devait faire quelque chose. Je peux comprendre, mais voilà, c'est là où ça montre que c'est très personnel, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes sur tous les joueurs. Moi, j'en attendais pas forcément plus de Gobert en attaque, même si ça m'aurait plu qu'il domine un peu plus, hein, face à des intérieurs comme Powell ou Kleber. Par contre, j'en attendais plus en défense, même si je dois le dire, il a clairement pas été aidé par Snyder, et ça me fait de la peine, mais il fait partie de mes 6 déceptions du jour, comme 57% d'entre vous. La 4e déception, c'est D'Angelo Russell. Alors lui, c'est vrai que j'en attendais pas des masses de lui non plus, parce que déjà en saison, j'ai trouvé plutôt décevant, et c'est dur de se dire qu'il est très 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 loin maintenant, le D'Lo Ice in My Veins qu'on avait vu à Brooklyn. Mais quand même, en saison, malgré son irrégularité, je trouvais qu'il avait eu quelques moments de brillance. Surtout qu'après le All-Star Break, j'ai trouvé que sa bonne relation avec le public, là, il a essayé de leur dire de mettre plus d'ambiance, le public l'a écouté, ils ont mis plus d'ambiance, et j'ai trouvé que ça l'a un petit peu poussé vers le haut. Je trouvais qu'il avait vraiment une bonne relation avec les fans, et que ça augmentait son niveau de jeu.
il avait un vrai rôle dans le playmaking, et il était capable de quelques petites perfs au scoring qui étaient plutôt sympathiques. Donc je me disais, allez, D'Angelo Russell, il est pas au niveau que j'attends, mais c'est quand même pas mal, même s'il est capable de mieux. Par contre, tu te dis qu'un joueur comme D'Angelo Russell, au vu de ce qu'il avait montré à Brooklyn justement, eh bien il va briller en playoff, il va briller dans les grands moments. Eh bien la réponse, c'est non. Même si Karl Anthony Towns a aussi connu des hauts et des bas dans la série, eh bien j'ai envie de dire que D'Angelo Russell, lui, il a connu que des bas. Bien sûr, je suis aussi déçu de Karl Anthony Towns, j'en attendais plus de sa part, mais Russell, lui, il a même pas eu de moment de haut, et ça c'est compliqué. On a eu un Anthony Edwards qui est sophomore, qui a été beaucoup plus en vue, et c'est dommage ce niveau de D'Angelo Russell, parce que les Wolves ont montré un bon visage contre les Grizzlies, mais Russell ne les a pas aidés. Il a tourné à 12 points de moyenne, à 38% de réussite, c'est pas assez pour ton meneur titulaire. Alors ok, il a essayé de faire un petit peu jouer les autres quand ses shoots rentraient pas, mais il y avait beaucoup de déchets, au shoot comme à la passe, et en défense c'était catastrophique, il était complètement perdu face à Desmond Bane, qui face à lui a fait la série de sa vie. Donc bien sûr, D'Lo c'était pas le seul à défendre sur Desmond Bane, mais Bane, s'il a été aussi bon face à Minnesota, je pense que D'Angelo Russell, lui aussi, est responsable. Parfois il a été fantomatique, parfois il a été déréglé, parfois il a été croqueur, tout a été compliqué pour lui. Il a trouvé aucune bonne position de shoot, il envoyait des saucissons, il nous a fait un match à 2/11, un match à 3/11, un match à 3/12, c'est juste catastrophique de chez catastrophique. Sa sélection de tir était très compliquée, et il a été vraiment en dedans dans la majorité des secteurs du jeu. Il a même été benché dans les moments décisifs, notamment au match 6, alors il avait l'air vénère d'être benché, sauf que il fallait se le dire, peut-être que Minnesota était meilleur sans D'Angelo Russell. Donc maintenant voilà, je veux pas non plus être trop critique, parce qu'il a essayé aussi de faire jouer les autres un petit peu quand même, et il s'en est pas trop mal sorti, mais un joueur comme lui, on en attend plus, au moins au scoring, surtout quand il est aussi inefficace en défense, je répète, mais sa défense, moi, je l'ai trouvé écœurante, c'était compliqué, c'était des portes de saloon, et puis quand on voit que pendant 5 matchs sur 6, il dépasse pas les 12 points, bah c'est dur pour un joueur comme ça, surtout avec ses pourcentages catastrophiques, regardez le visuel, il a tourné à 33% de réussite, ça ne me va pas du tout. Donc peut-être que c'est moi, peut-être que j'en attends trop, peut-être que je suis trop nostalgique de ces playoffs avec Brooklyn, et peut-être que j'aime bien le voir haut, ce D'Angelo Russell, mais dans cette post-season, j'ai trouvé très 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 loin du niveau que j'espérais, j'ai même trouvé très loin de son niveau en saison, alors que pourtant déjà son niveau en saison était très loin de celui que j'espérais. Là, il est déjà dans les rumeurs de trade pour cet été. Il aurait pu sauver sa peau, je pense, grâce à ce bon playoff, mais ça n'a pas été le cas. D'Angelo Russell, ça devient compliqué sa carrière en NBA. Pour ce qui est de D'Angelo Russell, on a un bon score, parce que vous êtes 78% à avoir été déçu par lui, à dire que ses playoffs étaient catastrophiques, que là, même au niveau du playmaking, où il avait plutôt été pas mal dans la saison, il a essayé de montrer des choses, mais comme on l'a dit, il y avait trop de déchets. Dans le scoring, c'était catastrophique, son adresse était catastrophique, sa défense était catastrophique, donc c'est normal, vous êtes 78% à avoir été déçus par D'Angelo Russell. Maintenant, c'est assez intéressant de voir que les 22% qui ne sont pas déçus, c'est pas parce qu'ils l'ont trouvé bon ou correct, c'est parce que vous êtes encore plus catégorique que moi concernant D'Angelo Russell, en disant, et je vous rejoins, que D'Angelo Russell, faut s'y faire, c'est pas un All-Star, et c'est vrai, c'est pas un All-Star, et en fait, si vous n'avez pas été déçu, c'est que vous n'attendiez rien de lui. Encore une fois, c'est quelque chose de très personnel, et je peux l'entendre. Mais bon, moi, même si D'Angelo Russell, je me dis que c'est pas un All-Star, ça doit être plus que ce qu'il a montré pendant ses playoffs, qui était pas loin d'être plus bactère, et ça m'a fait de la peine pour D'Angelo Russell, mais c'est raté, et moi je suis très déçu. Et mon 5e joueur, c'est Fred VanVleet. Ma 5e déception personnelle, c'est Fred VanVleet, qui nous a fait un début de saison exceptionnel, mais qui a connu des blessures au fur et à mesure de cette campagne, notamment le genou, pendant qu'en parallèle, on a Siakam qui est peu à peu vraiment monté en puissance avant de littéralement exploser en fin de saison. On avait de plus en plus de Siakam à Toronto et de moins en moins de VanVleet. Il est passé, c'est fou d'ailleurs si on regarde ses stats, il est passé de 24 points par match en janvier à 15 points par match en mars, on la voit à la descente. Il est passé d'un niveau All-Star limite... non, j'allais pas dire limite titulaire, mais d'un vrai niveau All-Star qui méritait, à un starter lambda en fait en fin de saison. Et VanVleet, on a vraiment vu, les blessures l'ont pas aidé, mais on a vraiment vu une grosse descente en cours de saison. Il avait moins de forme physique, il avait un shoot qui était complètement déréglé, il a ses pourcentages aussi qui sont complètement cassés la gueule au fur et à mesure de la saison. Il tirait à 45% en novembre, ce qui était très bien pour un joueur comme VanVleet, et il tirait plus qu'à 36% en mars. Ouais, son mois de mars était catastrophique, sa fin d'année était très compliquée. Et c'est sûr que la deuxième partie de VanVleet, dure, difficile. Maintenant, c'est quand même sévère, parce que je le répète, sa santé, ses blessures, ça l'a pas aidé. Mais c'est obligé de relever ça, parce que moi je m'attendais à ce qu'il relève la tête en play-off, parce qu'il est un joueur qui vaut mieux que sa deuxième partie de saison. On espérait qu'il soit remis, d'ailleurs lui-même avait dit qu'il était remis, qu'il était bien, et il avait promis de faire mieux. Donc c'est ce qu'on voulait. Allez VanVleet, tu promets de faire quelque chose de mieux, eh bien on t'attend. Mais la vérité c'est qu'il a pas du tout fait mieux. Bon, maintenant il s'est encore blessé, il a dû quitter ses coéquipiers au match 4, parce que cette fois-ci il s'est blessé la hanche, et après on l'a plus revu de la série. Mais ce que j'ai trouvé inquiétant, et c'est pour ça
que même si je me sens un petit peu sévère, hein, je crois que c'est le mot que je vais beaucoup dire quand je vais parler de Van Vliet, ce que j'ai trouvé très inquiétant, c'est que j'aime pas dire ça, mais les Raptors semblaient clairement meilleurs sans lui, sur cette série en tout cas face aux Sixers. Je trouvais que la balle circulait mieux, que les shoots étaient mieux choisis, que ça défendait même plus fort, que ça jouait plus collectif. Ça fait beaucoup, malgré l'expérience de Van Vliet, hein, qui des fois faisait du bien, mais dans le reste du jeu, c'était pas génial. À 3 points, il a arrosé, il nous a fait un 5 sur 16 dans le match 2, un 3 sur 13 dans le match 3 de loin, il avait des tirs qui étaient pris hors tempo dans l'attaque de Nick Nurse, et je trouvais que dans cette série, et pourtant d'habitude je lui reproche pas ça, mais dans cette série, il avait un petit peu un côté ball stopper, c'est-à-dire la balle circulait, et quand elle arrivait à Van Vliet, et ben justement le collectif de Toronto qui est si fort d'ailleurs, qui d'habitude déjoué, et dans ce collectif, quand il y a un maillon qui disjoncte, pour le coup c'était Fred Van Vliet, vous l'avez compris, et bien ça ne va pas, et Toronto a plus de mal. Tout ça c'était flagrant. Maintenant bien sûr je me sens méchant, car clairement il était pas au maximum de ses capacités physiques, il avait des douleurs au genou encore visiblement, et puis après il se fait mal à l'ange, ça aide pas. Après, s'il avait juste pas pesé, je pense que j'aurais été ok avec ça et je l'aurais pas mis dans mes déceptions. Mais là, j'ai l'impression qu'il a carrément tiré son équipe vers le bas quand il était présent. J'aurais presque préféré qu'il me joue pas. Et pour un All-Star comme Fred Van Vliet, qui était un All-Star no-brainer, mais blessé ou non, moi ça me déçoit. Donc ouais, je le mets dans mes plus gros flops. Peut-être que si, ouais, c'est ça. Peut-être que s'il était pas en suffisamment bonne santé pour jouer, il aurait mieux fait de dire, ces playoffs, je vais pas vous aider la team. Maintenant, quand t'es un compétiteur, tu peux pas dire ça, bien sûr. Mais son impact, a été pas loin d'être handicapant pour Toronto. Et donc voilà, c'est un petit peu à contre-cœur, mais je mets Fred Van Vliet dans mes déceptions. Pour Fred Van Vliet, vous êtes 68% à avoir été déçu, donc ce qui fait que vous êtes 32% à pas avoir été déçu. Pour les 32%, vous m'avez trouvé injuste, hein, j'ai vu dans le chat, parce qu'effectivement, il était pas à 100% de ses moyens, effectivement, il était blessé. Je l'ai dit que je me sentais sévère de toute façon pour un joueur blessé. Mais pour moi, j'ai ce côté, à partir du moment où tu es sur le terrain, tu dois performer. Dans le pire des cas, tu pèses pas, mais tu tires pas ton équipe vers le bas. Alors ok, ça paraît sévère de dire qu'il a tiré son équipe vers le bas, mais vraiment, je l'ai pensé, parce que j'ai trouvé, moi qui suis fan des Sixers, j'étais peut-être encore plus inquiet pour les Sixers quand Toronto est revenu à 3-2 et qu'on a un Scottie Barnes qui s'est mis à la position de Van Vliet au poste de meneur et qui s'en sortait bien mieux, je trouve, qui prenait beaucoup moins de shoots parce que Van Vliet a beaucoup forcé sur le 3 points et voilà, hein, du coup il a donné beaucoup d'autres ballons aux Sixers. Mais voilà, moi je comprends, hein, que vous m'ayez trouvé sévère. Mettre un joueur blessé dans ces 6 déceptions, c'est compliqué, mais voilà, je trouve qu'il était décevant. Tirer à 35%, blessé ou non, ça va pas. Marquer 12 points par match, blessé ou non, ça va pas. Envoyer des briques à 3 points, ça me va pas non plus, et surtout quand t'en prends 10-15 par match des fois. Donc ouais, Van Vliet a été décevant pour moi, et vous êtes quand même 68% à me rejoindre sur ce côté-là. Ma 6e et dernière déception pour aujourd'hui, c'est Trae Young. Encore un All-Star, hein, ça fait plusieurs aujourd'hui, mais lui, Trae Young, c'est plus qu'un All-Star comme Fred Van Vliet. Lui, il est même considéré comme une superstar de la ligue. Ça a été le meilleur scoreur au total de points de la saison, un mec capable de prendre feu, d'envoyer des bombes à 3 points, d'aller provoquer et de foutre le bazar dans n'importe quelle défense avec ses flotteurs, tout en étant l'un des meilleurs playmakers du game, parce que clairement, Trae Young, c'est un super playmaker qui excelle sur pick and roll et pour distribuer le jeu, et même s'il a des soucis en défense, il a tout d'une méga star. Et une méga star, comme on l'a dit pour Kevin Durant par exemple, et à moindre échelle pour DeRozan plus tôt, ça doit défoncer tout en playoff, quelle que soit la défense. Et le souci, c'est que la défense de Miami a complètement éteint le meneur. Et ça, c'est une vraie raison, hein, parce que Miami, ils font du bon boulot aussi face à Harden, qui lui aussi est en difficulté, même s'il a un peu relevé la tête, et qu'il en est pas au point de triangle. J'avais hésité à mettre James Harden, justement, dans les déceptions, mais sur Trae Young, en fait, l'impact de la défense de Miami a été encore plus flagrant, il a été méconnaissable. J'avais hésité aussi à mettre Kyle Lowry dans les déceptions, mais Kyle Lowry, lui, finalement, il est encore en course, et Kyle Lowry, il a participé à la défense sur Trae Young. Donc ouais, ce joueur arrogant qui est capable de climatiser une salle, il a complètement disparu dans ses playoffs, à part au match 2, peut-être, où il a été un peu meilleur, on en parlera plus tard, mais dans cette série, on le prenait tout terrain, on faisait prise à 2 dès qu'il passait le milieu, et il a jamais pu s'en sortir. Il est passé de stats de 28 points par match à 46% en saison, à 15 points à 32% en playoffs. C'est super, mais super violent. Et heureusement, justement, j'en parlais avant, heureusement qu'il a eu son match 2, parce qu'il met 25 points à 10 sur 20 avec le game winner, ça sauve un petit peu sa série, mais dans ce match 2, tout n'a pas été rose parce qu'il perd quand même 10 ballons, c'est pas ouf. Et donc imaginez le faible niveau des autres matchs pour avoir des moyennes comme ça, malgré ce match 2 qui est plutôt bon. Il nous a fait un match à 1 sur 12, un match à 3 sur 11, un match à 2 sur 12. C'est pas du tout digne de Trae Young. Même avec une défense excellente qui est en face de lui, c'est pas du tout digne de Trae Young. Puis il est passé de quasiment 10 passes en saison à seulement 6 en playoff. Il a perdu plus de ballons, regardez, plus de 6 ballons perdus qu'il a lâché de caviar. Quand on connaît le vrai niveau du joueur, c'est violent, c'est frustrant, c'est décevant. Maintenant c'est sûr, hein, il a pas été beaucoup
beaucoup aidé. Et quand t'es trappé comme ça par une défense aussi physique et aussi forte comme le Heat, t'as besoin de coéquipiers qui vont t'aider. Et là, tous, hein, de toute façon, depuis le début, ils ont des excuses. Trae Young, c'est son excuse, il n'a pas été assez aidé. Donc après, si, moi je trouve qu'on a un Bogdan Bogdanovic qui a fait de bons matchs, on a un Danilo Gallinari qui a fait de bons matchs, on a même le petit Delon Wright qui a fait des bonnes choses, lui, quand il rentrait en rotation de Trae Young. Mais on n'est pas sur des superstars, là, et tout ça, ça a pas du tout suffi. Miami, ils ont compris les bails, hein. La rampe de lancement à Atlanta, c'est Trae Young, et si tu la coupes, ça coupe tout le jeu des Hawks, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire de la meilleure des façons, donc chapeau à eux. On a un Young qui a galéré, et c'est tout Atlanta qui a galéré en perdant 4-1 dans cette série. Donc voilà, comme je dis, il aurait dû performer, surtout quand je me dis que pendant un moment, c'était un Gabe Vincent qui défendait sur lui. Alors Gabe Vincent, je veux pas lui enlever, c'est un très bon défenseur, mais Trae Young, il doit quand même dominer Gabe Vincent, même si on a un Jimmy Butler qui venait fréquemment aider pour trapper, on a un Trae Young qui aurait dû anticiper ça au bout des matchs pour essayer de lâcher la balle un peu plus tôt, avant l'arrivée de Butler. Donc ouais, Gabe Vincent numéro 1, Max Strus des fois, Young doit les déchirer, et sauf que là, c'est lui qui s'est déchiré. Il a pas super bien réagi, en plus, à cette défense. On l'a vu frustré. Quand tout va bien pour lui, il a une insolence qui arrive vraiment à porter les Hawks, il peut amener tout le monde dans son sillage, mais là, dans son attitude, je l'ai pas du tout trouvé leader, je l'ai pas du tout trouvé rassembleur, et c'est aussi pour ça que je vais insister, et je vais peut-être être méchant, et encore une fois sévère, et c'est le but d'aujourd'hui de toute façon. Mais son attitude, moi, m'a questionné. Dans les temps morts, notamment dans le dernier match, hein, le match 5, où c'était encore jouable, hein, pour les Hawks, il y avait encore une possession, et c'était le money time, et là, il s'est assis loin, il a rien écouté, et ça me va pas, même s'il savait très bien ce qu'il devait faire, et même s'il était peut-être frustré par son jeu, ça me va pas, parce qu'un joueur comme Young, qui est une superstar, dans un moment aussi important que les playoffs, dans un match où tu risques l'élimination dans le money time, tu dois apporter de l'impact, et même si tu galères à trouver des moyens sur le terrain, tu dois peser autrement, au moins dans le leadership. Le basket, c'est un sport collectif, hein, j'ai déjà dit tout à l'heure, et si on a un joueur comme lui qui est en difficulté, il doit quand même réussir à s'investir pour que les autres arrivent à briller. Là, je dis pas que ce sera pour toujours comme ça, mais sur cette série et sur ces playoffs, il a pas fait, et donc pour devenir le grand joueur qui revendique d'être, il devra progresser, je pense, dans son leadership, même quand lui-même est frustré par son propre niveau et sur la défense adverse. Quand Trae Young est frustré, il est beaucoup moins rassembleur. Tu peux pas, en fait, parader dans les victoires et lâcher complètement ta team dans les défaites, même quand tes coéquipiers passent à côté eux aussi. Il faut les aider, il doit leur faire confiance, il doit leur montrer qu'il leur fait confiance, parce que là, Trae Young, je pense que lui aussi est responsable de ne pas avoir réussi à sublimer ses coéquipiers, quand individuellement il est passé à côté. Donc voilà pourquoi il est ma 6ème déception aujourd'hui. Alors pour Trae Young, vous êtes 84% à être déçu par lui, tout comme moi, 16% à ne pas être déçu, et j'ai été assez surpris par vos arguments à ceux qui n'ont pas été déçus, parce que la plupart de ceux qui n'ont pas été déçus on dit dans le chat, bah non, moi je suis pas du tout surpris parce qu'il vaut pas mieux et c'est un joueur qui est très surcoté et là il était à son niveau, donc face à une défense du Heat, on se rend compte que Trae Young a tout plein de limites et on en fait des masses sur le fait que c'est une superstar alors qu'il n'est pas une superstar et il est incapable d'aller loin en playoff. Et là je vous trouve quand même sévère. Bien sûr qu'il a des failles, bien sûr qu'il a des limites, Trae Young. Peut-être qu'il a des circonstances atténuantes pour les playoffs l'an dernier, mais moi je suis pas d'accord avec les circonstances atténuantes. Les gens disent qu'ils ont battu une équipe des Knicks qui était nulle et une équipe des Sixers qui a choke. Peu importe pour moi tout ça. Il faut les battre, ces équipes. Il faut avoir le talent, il faut avoir le leadership. Et l'année dernière, il l'avait. Et donc, il est allé loin en playoff. Pour moi, il a fait une finale de conférence et ça montre qu'il est capable de faire des choses. C'est juste que là, la défense du Heat l'a beaucoup étouffé. On a un Spoelstra qui a trouvé des choses géniales pour le limiter. C'est un génie, Eric Spoelstra, et il a trouvé encore tout ce qu'il fallait pour le limiter, Trae Young. Et non, moi je suis pas d'accord avec tous ceux qui disent il a pas déçu parce que j'attendais rien de lui et il vaut ce niveau-là. Moi j'ai l'impression que ça fait un peu hater quand j'entends ça. Mais bon, après chacun ses arguments, chacun ses attentes encore une fois et ça reste très personnel. Moi, un Trae Young, je m'imaginais pas que Atlanta batte Miami. Je m'attendais quand même à ce que Trae Young fasse meilleure figure, ça je vais pas le cacher. J'avais dit, je me rappelle quand j'avais rempli mon bracket, que j'avais prévu un 4-2 pour Miami en me disant on va avoir 2 victoires d'Atlanta avec 2 matchs où Trae Young va être intenable et il va nous marquer du 30-35 points en mettant des shoots à 3 points dans tous les sens. Et ça, mis à part au match 2 où il a un peu pris chaud et il a mis son flotteur si important, mais il l'a pas trop fait. Mine de rien, quand il l'a fait, ça a permis à Atlanta de gagner un match. Mais dire que là il était à son niveau et qu'il vaut pas mieux, ça non, je refuse de l'entendre quand même. Épilogue. Alors si on fait un petit peu le bilan de ce live, le seul joueur où vous étiez vraiment en désaccord avec moi,
parce que vous étiez une majorité à penser qu'il n'avait pas été décevant, c'est DeMar DeRozan, parce que donc il arrive en 6ème position. 43%, ouais, vous disiez qu'il avait pas déçu parce que vous en attendiez plus de Zach LaVine. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça montre à quel point les attentes c'est personnel et ce qu'on attend d'un joueur c'est personnel. Vous avez dit qu'il avait déjà fait ce qu'il fallait face aux Bucks et qu'il s'était battu. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a un peu baissé les bras, même s'il a essayé d'être un leader vocal. Son impact dans le jeu, il a pas montré l'exemple. Il a été trop en dedans, il a été trop timide. Pour moi, et c'est là aussi qu'on était en désaccord. Pour moi, en tout cas sur cette saison, c'était bien DeMar DeRozan, le franchise player des Bulls, et Zach LaVine en lieutenant, surtout un Zach LaVine qui est diminué. C'est DeRozan qui a subi la plus grosse baisse statistique aussi en playoff. Par contre, bon, parmi les 6, j'avoue, c'est un de ceux qui m'a le moins déçu et qui a potentiellement le plus d'excuses. Et avoir gagné un match face aux Bucks, c'est déjà pas mal. Mais moi, par contre, je suis un petit peu moins d'accord sur le fait que Zach LaVine a plus déçu. Mais encore une fois, ça dépend des attentes qu'on avait pour chacun. Pour certains d'entre vous, DeRozan avait tout porté en saison et Zach LaVine aurait dû revenir au top pour reprendre le relais et être meilleur que lui en playoff. Mais je suis pas trop d'accord, ça marche pas comme ça. Généralement, c'est celui qui est le plus fort en saison dont tu attends le plus en playoff et qui doit le plus performer. Et donc là, vu qu'il était starter All-Star et candidat MVP à Noël, pour moi ça aurait dû être DeRozan qui s'affiche en franchise player. La défense des Bucks était trop forte, il a pas réussi, il nous a fait un seul bon match, un très bon match à 41 points, mais un seul bon match. La seule victoire des Bulls, ça a pas suffi. Moi, il m'a déçu, vous un peu moins, donc il arrive à la 6ème place de notre classement du jour. Le deuxième, c'est Rudy Gobert. En 5ème place, du coup, vu qu'on part par la fin, c'est Rudy Gobert. Donc moi, il m'a déçu pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, parce que c'est vrai, en attaque, il a pas été bon, il a des excuses en attaque, parce qu'il a pas été assez trouvé, mais il a aussi des choses dont il est responsable, comme avoir pris moins de rebonds offensifs, avoir fait des matchs à 0 rebonds offensifs, et d'avoir été plus maladroit près du cercle face à une défense intérieure des Mavs qui est pourtant pas ouf. Mais surtout, moi, c'est la façon dont il s'est fait ouvrir en défense match après match par tous les joueurs, par Brunson, par Finney-Smith, par Doncic. Moi, tout ça, c'est ce qui m'a vraiment déçu. Vous m'avez quand même rejoint à 57% sur Gobert, mais vous aviez été plus déçu par Mitchell. Et ça, je peux l'entendre, parce que vous attendiez plus de Mitchell en disant, c'est maintenant qu'il doit percer, c'est maintenant qu'il doit être trop fort, c'est maintenant qu'il doit prouver que c'est un franchise player. Et moi, je pense que j'ai moins été déçu par Mitchell, parce que au fond de moi, je me suis toujours dit, et ça fait un moment que je le dis dans les lives, je crois pas que Mitchell, ça puisse être un franchise player dans une équipe qui gagne. Et finalement, il a joué un petit peu comme il a joué toute cette saison, Donovan Mitchell, et c'est pour ça, j'avais peut-être moins d'attentes sur lui qu'en Gobert, et c'est peut-être pour ça que moi, j'ai été moins déçu par Mitchell que Gobert. Pourtant, je dis pas que Mitchell a été moins bon ou meilleur que Gobert, c'est très différent, on n'évalue pas le niveau, mais dans la déception, mes attentes étaient plus hautes pour Gobert, donc c'est pour ça que j'ai été sûrement un peu plus sévère que certains d'entre vous. Celui qui arrive à la 4ème position, c'est Fred VanVleet, donc 68% ont été déçus quand même, ça on en a parlé il y a très peu de temps, donc on va pas non plus revenir trop dessus. Voilà, je me suis trouvé sévère aussi à le mettre dans la liste, mais pour moi, à partir du moment où c'est sur le terrain, tu dois performer, et donc 68% à penser qu'il avait été décevant, les 32% disaient qu'on pouvait pas être déçu par lui parce qu'il était pas à 100% de ses capacités physiques. Je peux l'entendre tout à fait, pas de souci, mais pour moi il y a quand même plus que ça. Voir que Scottie Barnes a été bien meilleur, que le 5 des Raptors était bien meilleur avec Scottie Barnes comme meneur que quand il y avait VanVleet sur le terrain, pour moi ça compte. Donc voilà pourquoi moi je l'ai mis dans les 6. Mais j'entends, pour l'instant, je suis assez d'accord avec ce classement de DeRozan, Gobert, VanVleet dans l'ordre décroissant. Moi je pense que c'est à peu près l'ordre de mes déceptions. Le premier qui arrive sur le podium des plus grosses déceptions, c'est D'Angelo Russell. D'Angelo Russell qui arrive juste après, parce que 78% d'entre vous ont été déçus par D'Angelo Russell. Lui, il est passé clairement à côté de ses playoffs, et s'il n'arrive pas à 100%, c'est très simple, c'est tout simplement parce que il y a 22% qui croient déjà plus du tout en D'Angelo Russell. Moi, j'avoue que j'y croyais encore fort, mais la vérité, c'est que plus ça va, et moins j'y crois en D'Angelo Russell. Maintenant, il m'a déçu. Clairement, il m'a déçu, parce que même un joueur que, bien sûr, je suis conscient qu'il est pas All-Star, mais un joueur comme ça, qui défend pas, qui tourne à 12 points, qui tourne à 33% au tir, mais ça me suffit pas, même s'il fait quelques trucs dans le playmaking, j'en attendais plus. Pour l'instant, je suis assez d'accord avec ce classement, même bien d'accord avec ce classement. Le suivant, c'est Trae Young qui arrive à la 2ème place des joueurs les plus décevants, donc Trae Young qui vous a beaucoup déçu. Ça, pareil, on vient de l'évoquer. J'ai été assez surpris d'entendre que ceux qui n'ont pas été déçus, c'est qu'ils attendaient rien de lui parce qu'il a enfin montré son vrai niveau. Bon, là-dessus, je suis pas forcément d'accord, mais écoutez, chacun son point de vue encore une fois. Quoi qu'il arrive, on est tous d'accord pour dire qu'il a pas réussi ses playoffs. Donc il arrive à la 2ème place aujourd'hui, c'est assez logique. Et celui qui vous a le plus déçu avec 86%, donc 2 petits pourcents de plus que Trae Young, c'est Kevin Durant. Kevin Durant, alors pareil, là aussi,
s'il y a 14% de personnes qui n'ont pas été déçues, c'est que vous lui trouviez la bonne excuse qu'il était fatigué quand il est arrivé en playoff, parce qu'il a porté son équipe toute l'année, même s'il a manqué 30 matchs, hein. Bon, les 30 matchs, je dis pas qu'il s'est reposé, il était blessé, mais quand même, il aurait pu arriver plus frais avec les 30 matchs qu'il a manqué. Mais bon, en tout cas, quand il est revenu de ses 30 matchs en saison, il a réussi à porter les Nets, et un joueur du calibre de Durant, il doit pas être fatigué en playoff, même si c'est pas un robot, je me sens très sévère encore, mais c'est pas que c'est pas normal, mais tu t'attends à ce qu'en playoff il soit au top, que le mental prenne le dessus, que le killer instinct prenne le dessus, et là on n'a pas trop vu ça, trop étouffé de la part de la défense de Boston, et il a pas réussi à trouver ses shoots, et je l'ai trouvé méconnaissable, on n'avait pas le KD qu'on avait l'habitude de voir, et pourtant c'est sévère bien sûr, parce qu'il a quand même tourné à 26 points par match, mais un KD qui se fait sweeper et qui tourne à 38%, forcément c'est décevant, et voilà pourquoi, pour vous, c'est bien Kevin Durant, la plus grosse déception de ces playoffs. Voici pour ce qui est des plus grosses déceptions de ces playoffs, voici pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec les 6 joueurs que j'ai cités? Est-ce que vous en avez un en plus? En tout cas, dites-moi ça en commentaire, et surtout donnez-moi le nom de votre grosse déception pour ce début de playoff. Ouais, franchement, j'ai envie de savoir si les tendances des commentaires YouTube sont la même que la commute Twitch. Ensuite, je vous le rappelle, hein, pour faire votre shopping, obtenir un aussi beau t-shirt que le mien, pour vous faire kiffer et soutenir la chaîne, c'est sur Derby Ball que ça se passe. Encore une fois, il faut aller dans la descro, vous trouverez le code promo, vous choperez 10% sur votre commande, donc ça vaut le coup. Shut up and take my money. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant sur YouTube et le référencement, et ça en ce moment j'en ai besoin, vu comment on est en train de tomber dans l'oubli, c'est pas cool. Et gros merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, ça donne une force de ouf, ça donne envie de continuer quoi qu'il arrive. Donc s'il vous plaît, n'arrêtez jamais, et vous, si vous voulez les rejoindre, encore une fois, il y aura tout dans la description. Merci d'avance, à très vite.